De la vie de tous, la famille Faris mène une vie paisible et enviable. Gary a brillamment réussi sa carrière d'avocat, Mélodie incarne l'épouse et la mère parfaite et leurs enfants semblent épanouis. Ils vivent dans une splendide propriété, accueillent régulièrement leurs proches et donnent l'image d'un foyer chaleureux et uni. Seulement, cette famille en apparence idéale va être frappée par un drame qui révélera des secrets dont personne ne se doutait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme certains l'ont vu sur mes posts Instagram ou sur YouTube, j'ai expliqué les raisons de mon absence ces dernières semaines et pour une très belle raison, notre fils Clovis est enfin arrivé. Il a eu un début de vie un peu mouvementé, j'en ai parlé plus en détail en post, mais aujourd'hui tout va bien, il grandit bien et nous émerveille chaque jour. Nous attendions cet enfant depuis longtemps, aussi à sa naissance, nous avons ressenti le besoin de nous retirer un petit peu dans notre bulle pour profiter pleinement de ces moments à trois. J'ai aussi profité de cette absence pour avancer sur les vidéos et pouvoir vous proposer des vidéos de façon plus régulière. Merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de félicitations et ont pris de mes nouvelles. Vos mots m'ont beaucoup touchée. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde, alors je le fais ici. Merci infiniment. Aujourd'hui, on se retrouve pour une affaire qui, je pense, va vous bouleverser. J'ai d'ailleurs hâte d'avoir vos retours en commentaire. Et sans plus attendre, je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette tragique histoire. Gary Faris voit le jour le 27 juin 1960 en Alabama dans une famille de classe moyenne. Il est l'aîné de la fratrie, il grandit entouré de ses deux sœurs et de son frère. Dès son plus jeune âge, il se distingue par son intelligence, son esprit de compétition et son ambition. Depuis enfant, son rêve est clair, devenir avocat. Les obstacles ne manquent pas, mais ses efforts et sa détermination sans faille l'aident à se frayer un chemin brillant tout au long de sa scolarité. Adolescent, il rencontre Mélodie, celle qui deviendra sa future épouse. Le coup de foudre est immédiat. 3 ans après leur rencontre, à l'âge de 20 ans, ils se marient et accueillent rapidement leur premier enfant, un garçon nommé Christopher. Mélodie choisit de rester à la maison pour s'occuper de lui, tandis que Gary travaille de nuit pour subvenir aux besoins de la famille tout en poursuivant ses études de droit. La famille s'agrandit peu après avec la naissance de Scott, puis Emily et la petite dernière, Amanda. Mélodie s'épanouit dans son rôle de mère au foyer, elle s'occupe des enfants, gère toute l'organisation familiale et veille à l'équilibre du quotidien. De son côté, Gary, après avoir brillamment réussi l'examen du barreau, se consacre pleinement à sa carrière. Pourtant, malgré des journées à rallonge, il reste un père présent et attentionné. Bien qu'absorbé par son travail, il continue de s'impliquer pleinement dans la vie de ses enfants. Il entraîne l'équipe de baseball de son aîné Christopher et ne manque jamais un événement scolaire ou sportif. Seulement, pour le père de famille, les débuts de carrière ne sont pas faciles, Gary s'investit sans relâche, enchaîne les heures de travail, mais les revenus peinent à suivre. La famille part rarement en vacances, mais c'est un sacrifice que lui et Mélodie acceptent pleinement. Heureusement, au fil des ans, il gravit les échelons du monde juridique à une vitesse impressionnante, devenant une figure incontournable et très appréciée au sein du cabinet d'avocats où il exerce. En 1995, après des années de bons et loyaux services, à 35 ans, Gary se voit proposer une opportunité qu'il ne peut pas refuser. Son cabinet lui offre d'ouvrir un bureau à Atlanta et le nomme associé gérant. C'est une véritable consécration. Après tant d'années de sacrifice, il peut enfin offrir à sa famille un train de vie des plus confortables. La famille Faris semble alors, aux yeux de tous, heureuse et épanouie. Gary est un homme imposant, mesurant 1,95 m pour 136 kg, un physique qui ne passe pas inaperçu. Ses enfants l'appellent Big Daddy, un surnom affectueux qui reflète aussi bien sa carrure que la bienveillance qu'il dégage. Sa générosité, sa réussite et son charisme
en font une figure respectée autant dans son cabinet qu'au sein de sa famille. À la maison, il incarne un modèle à suivre. Les enfants, Christopher, Scott, Emily et Amanda, grandissent dans un environnement heureux et stable. Chacun trouve sa voie sous le regard bienveillant de Gary et Melody. Christopher, après avoir occupé le poste de directeur général dans une société privée, fonde sa propre entreprise. Marié et père de 2 filles, Addison et Ella, il se distingue par son parcours dans le monde des affaires. Scott, de son côté, sert dans l'armée, notamment en Irak, avant de réintégrer la vie civile. Emily, après une carrière dans le secteur bancaire, devient coordinatrice en ressources humaines, épouse et mère dévouée, elle élève 2 enfants, Olivia et Jackson. Quant à Amanda, la Benjamine, elle suit son propre chemin, mais reste discrète sur son parcours. En 2013, le couple, alors âgé de 53 ans, réalise le rêve de Melody, l'achat d'une splendide propriété de 10 acres à Purcell Lane en Géorgie, soit environ 40 500 mètres carrés, un véritable havre de paix entouré de pâturages, de bois et d'un étang. Gary et Melody y font construire une ferme pensée comme un lieu de rassemblement pour la famille et les amis. L'intérieur de leur demeure est soigneusement décoré sous l'œil attentif de Melody. Malgré leur situation confortable et la taille imposante de la maison, elle a toujours refusé d'engager du personnel d'entretien. C'est donc elle-même qui veille à ce que tout reste impeccable. Elle se décrit d'ailleurs comme une véritable maniaque du rangement. Depuis son retour de l'armée, Scott, leur 2e enfant, est le seul à vivre sur la propriété familiale. Il occupe un appartement aménagé au-dessus de la grange dans un espace qui lui est réservé et, en échange, il participe à l'entretien des lieux. Bien qu'ayant emprunté des chemins de vie différents, les enfants restent très proches et la famille Faris demeure soudée. Les repas de famille organisés par Melody sont des moments précieux où Christopher, Emily et Amanda, accompagnés de leurs conjoints et enfants, se retrouvent pour partager des instants chaleureux. De l'avis de tous, les Faris forment une famille heureuse et unie. La réussite professionnelle de Gary a non seulement permis à ses proches d'être à l'abri du besoin, mais elle leur a également offert un cadre de vie exceptionnel, un cadre dont les enfants continuent de profiter à l'âge adulte avec leur propre famille. Seulement, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires, ce bonheur en apparence cache un secret bien plus sombre. Le 5 juillet 2018, Amanda, la plus jeune fille de Gary et Melody, rend visite à sa mère comme elle en a l'habitude. En discutant, les 2 femmes réalisent soudainement que personne n'a eu de nouvelles de Gary depuis une journée entière, plus précisément depuis l'après-midi du 3 juillet. Ce silence inhabituel plonge mère et fille dans l'inquiétude. Depuis plusieurs années, Gary et Melody vivent sous le même toit, mais dans des espaces bien distincts. Melody occupe la suite principale à l'étage, tandis que Gary s'est installé dans une chambre aménagée au sous-sol. Cet espace est devenu un véritable sanctuaire pour lui. Il y dispose d'un vaste salon et d'un bureau où il peut travailler en toute tranquillité, sans craindre de déranger sa famille. En raison de l'étendue de la maison et de ses nombreux espaces, il n'est d'ailleurs pas rare que le couple ne se croise pas pendant toute une journée, voire davantage. Mais ce matin-là, c'est l'anxiété qui prend le dessus. Scott, qui vit sur la propriété, rejoint sa mère et sa sœur Amanda vers 10h du matin. Elles lui font part de leurs craintes, le silence de Gary n'est pas normal. Scott, lui non plus, ne l'a pas vu depuis 2 jours. Tous 3 essaient alors de le joindre par téléphone, mais le père de famille ne répond pas. Ce qui est encore plus étrange, c'est que sa Mercedes est toujours garée devant la maison et qu'il n'a pas mentionné d'absence pour un voyage d'affaires. Il décide donc de le chercher sur la propriété. Il commence par le sous-sol, le sanctuaire de Gary. Là, Scott vérifie la machine CPAP de son père, cet appareil qu'il utilise chaque nuit pour l'apnée du sommeil. Elle est toujours posée sur la table de chevet. Gary ne serait jamais parti sans. Ce détail confirme qu'il ne s'est pas absenté de manière imprévue. Le stress grandit. Amanda, folle d'angoisse, contacte immédiatement leur frère aîné Christopher pour lui annoncer la disparition de leur père. Ce dernier, paniqué, prend sa voiture et se rend immédiatement au domicile familial.
En plus de ses problèmes de santé, Gary avait l'habitude de fumer entre 1 et 2 paquets de cigarettes par jour et consommait beaucoup de soda. À 58 ans, avec de tels antécédents, la famille redoute le pire. Gary a peut-être fait un malaise, chuté quelque part sur la propriété et se trouve en difficulté, incapable d'appeler à l'aide. Emily, la sœur qui vit dans le Tennessee, est également informée, mais ne peut rien faire d'autre que s'inquiéter à distance, espérant que ses frères et sœurs retrouvent rapidement leur père. Lorsque Christopher arrive sur place, Scott a déjà commencé les recherches. Il a vérifié les caméras de surveillance, mais rien d'utile n'apparaît. Christopher, ne voulant rien laisser au hasard, prend un VTT et se dirige vers la grange pour inspecter les lieux. Malheureusement, il ne trouve rien. En revenant, il aperçoit son frère et sa mère se diriger vers un tas de brûlis. Là, un souvenir refait surface. Il se souvient que son père lui avait parlé le 3 juillet d'un tas de bois qu'il voulait brûler. Gary avait l'habitude d'utiliser cet endroit pour incinérer les déchets et débris de la ferme, et un feu avait effectivement été allumé à cet endroit-là 2 jours plus tôt, le jour où on avait encore vu Gary sur la propriété. Mais, avant que Christopher ne puisse rejoindre son frère et sa mère, Scott, en s'approchant du tas de cendres encore fumantes, fait une découverte macabre. Il distingue ce qui semble être un crâne humain. Et même s'il ne peut pas en être certain, tout porte à croire qu'il s'agit de son père. Le choc est terrible. Tous sont horrifiés et rapidement, les autorités sont appelées. Les secours arrivent et les craintes de la famille sont confirmées. Les restes retrouvés dans le tas de cendres sont bien humains, très certainement ceux de Gary. L'hypothèse la plus plausible à ce stade est celle de l'accident. Peut-être une crise cardiaque soudaine qui aurait entraîné la chute de Gary dans les flammes sans qu'il puisse s'en extraire. Ce scénario paraît cohérent avec ses antécédents médicaux, apnée du sommeil, hypertension, consommation excessive de tabac et de soda. Pour la police, il est donc probable qu'un problème de santé ait provoqué sa chute dans le feu. Ce qui intrigue cependant les enquêteurs, c'est l'état du corps. Le corps de l'avocat à succès est presque entièrement consumé, plus que ce que l'on pourrait attendre d'un accident. Les agents en charge de l'affaire ont déjà vu des incendies accidentels ou des personnes tombées dans le feu, mais jamais aucun corps n'était à ce point brûlé. Cette découverte soulève alors des questions et fait naître les premiers doutes concernant les circonstances de sa mort. L'enquête avance et très vite, les policiers comprennent que quelque chose ne colle pas. Si l'on pouvait, dans un premier temps, imaginer un accident, certains détails viennent rapidement remettre cette hypothèse en question. Premièrement, s'il s'agissait bien d'un accident, on s'attendrait à retrouver des indices sur la manière dont Gary s'est retrouvé dans les bois. Pourtant, son véhicule tout-terrain qu'il utilisait régulièrement pour se déplacer sur la propriété est toujours stationné près de la maison. Le tracteur de la famille était garé à l'extérieur, près de l'abri et non loin du tas de brûlis. Or, Gary, connu pour son sens de l'ordre, avait pour habitude de toujours rentrer les véhicules et les machines à l'intérieur afin de les protéger. Et, s'il était venu en tracteur, pourquoi celui-ci ne se trouverait-il pas à l'endroit où il aurait accidentellement chuté dans les flammes? Le tas de brûlis se trouve à environ 100 mètres de la maison et Gary ne s'y rendait jamais à pied. Il utilisait toujours un véhicule pour se déplacer sur la propriété. Du coup, comment Gary a-t-il pu se rendre jusque-là s'il n'a pas utilisé son tracteur? L'idée la plus évidente est qu'il n'y est pas allé seul, quelqu'un l'y a conduit. Malheureusement, ce triste constat se confirme lorsque les enquêteurs retrouvent une balle calcinée logée dans les côtes du père de famille. Sa position ne laisse guère de place au doute, il ne s'agit pas d'un tir auto-infligé. Tout laisse penser que le père de famille a été abattu puis déplacé, son corps déposé dans le tas de brûlis pour tenter de dissimuler le crime. Mais sur place, rien ne laisse croire que la fusillade a eu lieu dans les bois. Pas de sang, pas de traces de lutte. En revanche,
Les indices se dévoilent lorsqu'ils inspectent le sous-sol, l'endroit où Gary vivait. Là, de petites gouttes de sang sont visibles sur les marches menant à la cuisine. Certaines ont manifestement été nettoyées, d'autres sont encore visibles, à peine diluées. Le produit Blue Star utilisé pour révéler les traces invisibles à l'œil nu en met davantage en évidence. Les projections suivent l'escalier puis s'arrêtent net près du comptoir. Entre une chaise et un pouf, une autre balle est retrouvée contenant l'ADN de Gary. Les enquêteurs en déduisent qu'il a été abattu par au moins 2 balles, bien que le feu ait détruit une grande partie des preuves physiques. Ce qui intrigue encore davantage les enquêteurs, c'est l'absence totale de sang autour de la balle retrouvée dans le sous-sol. Aucune trace sur les murs, aucune éclaboussure au sol, rien n'indique la trajectoire du projectile. C'est comme si la scène avait été soigneusement nettoyée. Les balles retrouvées sur le corps de Gary et dans son bureau ne laissent désormais plus de place au doute. Les enquêteurs concluent qu'il ne s'agit ni de tabagisme, ni de l'absence d'exercice physique, ni même d'un malaise qui aurait causé sa chute dans le feu. Non, la mort de Gary Farris est bel et bien de nature criminelle. Quelqu'un l'a déplacé après l'avoir exécuté, probablement dans le sous-sol où il vivait. Mais la question reste, qui est responsable et quel pourrait être le mobile? Lorsque Christopher est interrogé et qu'on lui demande qui aurait pu bénéficier de la mort de son père, sa réponse est frappante, tout le monde. Cette déclaration résonne comme un coup de tonnerre. Aux yeux de tous, la famille Farris renvoyait l'image d'un foyer uni et sans histoire. Mais les propos du fils aîné laissent entrevoir une réalité bien différente. Et les enquêteurs ne le savent pas encore, mais ils sont sur le point de lever le voile sur des secrets enfouis, bien plus sombres qu'ils ne l'imaginaient. Lorsque l'enquête commence, Mélodie est traitée avec respect comme une épouse en deuil. Elle vient de perdre Gary, son mari, depuis 38 ans. Seulement, très vite, l'enquêteur Hayes en charge de l'affaire commence à se poser des questions. Trop de détails ne collent pas, des incohérences, des silences. Alors, un matin, il la convoque pour l'interroger. Le ton reste calme, mais la tournure de l'entretien change radicalement lorsqu'il lui pose cette question. Avez-vous une liaison? Est-ce que quelqu'un vous harcèle? À cet instant précis, Mélodie comprend. Elle n'est plus seulement une femme brisée par la perte de son mari, elle devient, aux yeux des enquêteurs, une suspecte. Elle lui répond froidement « Vous pensez que j'ai besoin d'un avocat ?» Hayes ne se démonte pas. C'est à vous de voir. Mais un avocat est là pour protéger vos droits. Quoi qu'il en soit, quelqu'un a tué Gary. On ignore encore qui et notre travail est de le découvrir. Vous êtes sa femme et on doit tout faire pour vous écarter de la liste des suspects. Mélodie baisse les yeux. Elle lâche simplement « Big Daddy est parti et je ne sais pas ce que je vais devenir. » Mais très vite, dans les échanges qui suivent, elle commence à décrire une famille en crise. Des enfants à la dérive, un mari trop généreux, trop sollicité et des tensions qu'elle dit anciennes. D'un ton mesuré, elle parle des rapports difficiles entre Gary et leurs 2 fils. Scott, leur second fils, est revenu d'Irak quelques années plus tôt. Il vit, comme vous le savez, dans un loft aménagé au-dessus de la grange sur la propriété familiale. Il n'a pas de travail stable, il aide à la ferme, mais selon elle, il vit au crochet de ses parents. Elle précise même que Gary et lui avaient du mal à s'entendre, que les tensions et disputes entre eux étaient constantes. Et ce n'est pas tout. D'après Mélodie, leur autre fils Christopher a volé de l'argent à son père à plusieurs reprises. Elle raconte qu'il aurait copié des numéros de carte bancaire et encaissé des chèques sans autorisation. 2 semaines avant sa mort, Gary aurait envoyé des messages à Christopher le confrontant à ses vols. Même le mari d'Emily, leur fille, est évoqué. Un homme au passé trouble qui a fait plusieurs séjours en prison. Mélodie dit alors cette phrase d'un air presque détaché. Parfois, j'ai l'impression que pour eux, Gary n'était pas un père, juste un portefeuille. Les enquêteurs notent tout, mais ils ne sont pas dupes. Cette version familiale bancale soulève de nouvelles pistes, mais ne les détourne pas d'une autre hypothèse. La situation financière de Gary, son patrimoine, tout cela pouvait évidemment susciter des convoitises, surtout de la part de sa femme et de ses enfants.
Mais, comme souvent dans ce genre d'affaires, il se pourrait bien que derrière tout ça se cache aussi une histoire de cœur. L'enquête progresse et peu à peu le vernis craque. Ce qui ressemblait à une famille parfaite commence à révéler un tout autre visage. Derrière les sourires de façade, les apparences, il y a en réalité les rancunes, les silences, les rancœurs. Chaque interrogatoire apporte son lot de réponses et les enquêteurs comprennent vite que ces tensions ne datent pas d'hier. Depuis longtemps, Gary semble être celui qui porte la famille à bout de bras. Il gérait tout, les comptes, les dettes, les caprices. Et avec le temps, la confiance s'est effritée jusqu'à laisser place à une méfiance permanente. Gary avait beau réussir professionnellement, il semblait toujours en train d'essayer de maintenir l'équilibre comme s'il sentait que les choses pouvaient s'effondrer à tout moment. Et puis, il y a Mélodie. Pendant longtemps, on la voyait comme la gardienne du foyer, celle qui tenait la maison impeccable, qui s'occupait de tout, qui restait dans l'ombre d'un mari puissant. Mais la réalité est tout autre. L'un des premiers éléments marquants de l'enquête, c'est la découverte d'une liaison avec un homme nommé Ted White, une relation adultère qui dure 2 ans. Mais ce n'est pas un simple flirt discret, c'est une trahison en règle. Ted est en couple avec la sœur de Gary depuis plus de 20 ans et ils vivent ensemble. Mélodie le sait, mais elle franchit la ligne. Quand Gary l'apprend, il est anéanti. Il demande le divorce. Mélodie, elle, reste silencieuse. Pas d'explication, aucune excuse. Et pourtant, malgré la douleur, malgré l'humiliation, Gary revient en arrière, il retire sa demande. Il veut sauver leur mariage. C'est à cette période-là qu'ils prennent une décision, acheter une maison à la campagne. Une ferme à Purcell Lane dans le comté de Cherokee, un projet censé les ressouder. Un rêve de Mélodie que Gary accepte de réaliser. Mais une maison ne répare pas les cœurs et très vite il devient évident que les choses n'ont pas changé. Gary n'est plus le même. Il est méfiant, distant, il garde le silence mais il observe, il surveille. Chaque transaction, chaque retrait, chaque centime dépensé par sa femme est scruté. Il ne veut plus être trahi, pas 2 fois. À partir de là, c'est lui qui prend en main toutes les finances. Il gère tout. Il contrôle tout. Mais Mélodie trouve des moyens de contourner ce nouveau système. Elle prétend que sa carte ne fonctionne plus, elle emprunte celle de ses enfants, elle ment. Et puis, un jour, une nouvelle liaison est révélée. En 2014, à peine 1 an après l'achat de la ferme de leurs rêves, Mélodie fait la connaissance de Roy Barton Jr., que tout le monde surnomme Rusty. Elle le rencontre par l'intermédiaire de sa cousine Martha Jane. Officiellement, Mélodie rend visite à Martha pour l'accompagner à ses rendez-vous médicaux, mais en réalité, elle en profite surtout pour passer du temps avec Rusty dans le Tennessee. Là encore, ce n'est pas un simple adultère. Rusty est intégré à la vie de famille, il est même présent au mariage d'Emily, la fille de Mélodie. Ce soir-là, ils parlent longuement avec elle, ils dansent ensemble. Gary est là, il voit tout, mais il ne dit rien, il encaisse une fois de plus. Mélodie, de son côté, prend ses précautions, elle a un 2e téléphone uniquement pour parler à Rusty, un téléphone que même ses enfants adultes commencent à soupçonner. En mars 2018, quelques mois avant le drame, Gary est fatigué, épuisé moralement. Il envoie un message à Mélodie, court mais limpide, un message qui dit tout. Tes dépenses excessives doivent cesser, je travaille tous les jours et entre toi, Scott et Christopher, je ne peux pas suivre. Tu me traites comme si je n'existais pas, ce qui est offensant vu que tu me trahis constamment. Ce jour-là, quelque chose se brise définitivement. Gary n'est plus un mari, il est devenu le financier de la famille. Le guichet automatique, celui qu'on sollicite, qu'on épuise, qu'on trahit, mais qui tient bon jusqu'à ce qu'il disparaisse. Seulement, Mélodie n'est pas la seule à intriguer. Le jour où les restes de Gary sont découverts brûlés dans un tas de bois, c'est Scott, leur fils, qui s'en approche le premier. Il est filmé par les caméras de sécurité. Peu après, il efface les enregistrements. Il affirme que c'était une habitude, qu'il faisait simplement du tri, mais au regard des circonstances, ce geste paraît étrange, inapproprié. Les enquêteurs prennent note de chaque détail, mais quelque chose les interpelle.
Mélodie semble en savoir un peu trop sur les tensions familiales et surtout, elle les décrit avec une aisance un peu trop calculée, comme si, sans en avoir l'air, elle cherchait à orienter les soupçons vers ses propres fils. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'enquête progresse et que bientôt, la vérité va remonter à la surface. À ce stade de l'enquête, les enquêteurs commencent à rassembler toutes les pièces du puzzle. Lorsqu'ils repassent en revue les événements du 5 juillet 2018, jour de la découverte des restes de Gary, un détail en particulier attire leur attention. Ce jour-là, au moment où les secours confirment qu'il s'agit bien des restes humains dans le tas de bois, tout le monde semble bouleversé. Amanda est effondrée, Christopher peine à parler, Scott semble en état de choc, mais Mélodie, elle, reste figée, presque absente. À l'époque, ce comportement est interprété comme une réaction de sidération. Mais avec le recul, à la lumière de tout ce que l'enquête met en évidence, cette froideur paraît soudain dérangeante. D'autant plus que d'autres éléments troublants émergent. Emily, Amanda, Scott et Christopher rapportent des propos tenus par leur mère les jours qui ont suivi la mort de leur père. Ils se souviennent que très tôt, elle a refusé l'idée d'organiser des funérailles. Elle aurait dit, en regardant les cendres, « Pourquoi faire des funérailles s'il ne reste rien ?» Une phrase qui glace et qui ne colle absolument pas avec l'image d'une épouse en deuil. Emily explique aussi que sa mère lui a rapidement demandé un document officiel, une lettre du médecin légiste. Pas pour la mémoire de Gary, non, pour faire valoir ses droits auprès de l'assurance vie. Une assurance de plus de 2 millions de dollars assortie d'un versement majoré en cas de décès accidentel. Et, dans ce scénario, Mélodie devient l'unique bénéficiaire. À ce stade, les enquêteurs commencent à y voir plus clair, mais il leur manque encore une preuve solide, quelque chose qui ne laisse plus de place au doute. Ils décident alors de se tourner vers Roy Barton Jr. alias Rusty, l'amant de Mélodie. Ils lui demandent de les aider, d'enregistrer ses conversations téléphoniques avec elle, discrètement, sans l'alerter. Rusty accepte, du moins en apparence. Seulement, ce que les enquêteurs ne savent pas encore, c'est qu'il va la prévenir. Derrière leur dos, Rusty informe Mélodie. Il lui confie que les appels sont enregistrés. Et à partir de ce moment-là, les conversations changent de ton. Les mots deviennent vagues, les silences plus longs, le moindre mot semble peser, contrôlé. Sur le moment, la police n'y voit que du feu, mais plus tard, elle comprendra que Rusty n'a jamais vraiment coopéré, qu'il a joué double jeu. Les jours passent, puis les semaines, les éléments s'accumulent, les enquêteurs sont formels, la mort de Gary n'est pas accidentelle, et la personne qui avait le plus à y gagner, c'est elle, Mélodie Faris. Le 19 juin 2019, près d'un an après la disparition de Gary, les autorités du comté de Cherokee émettent un mandat d'arrêt contre Mélodie. Ce jour-là, elle se trouve dans le Tennessee chez son amant Rusty. C'est d'ailleurs lui qui l'accompagne à la police locale. Officiellement, elle se rend. Dans la famille Faris, malgré l'horreur de la situation, l'arrestation de Mélodie sonne comme un soulagement. Les enfants, le frère et la sœur de Gary, tous ont collaboré avec les enquêteurs et pendant des mois, ils sont restés dans l'attente sans réponse. Mais enfin, les choses bougent. Mélodie est arrêtée, officiellement mise en cause pour le meurtre de son mari. Elle a menti à plusieurs reprises, elle a caché ses liaisons, elle a manipulé ses proches ainsi que les policiers et tout au long de l'enquête, elle a tenté de détourner les soupçons vers ses propres enfants. Et pourtant, ce n'est pas terminé car le procès n'a pas encore commencé. Le procès de Mélodie Faris s'ouvre en 2024, près de 6 ans après la mort de Gary. Dans la salle d'audience, l'atmosphère est pesante. Après des mois de silence, de tension et de spéculation, c'est enfin l'heure des confrontations. Les visages sont fermés et, pour la première fois, toute la vérité va devoir s'exposer publiquement. Parmi les témoins cités à la barre, les enfants du couple. Amanda, la benjamine de la famille, est appelée à témoigner par la défense. Contrairement à ses frères et sœurs, elle soutient sa mère. Pour elle, c'est impensable. Mélodie ne peut pas être responsable, elle refuse même d'envisager cette idée.
À la barre, elle parle d'une famille en apparence parfaite, mais minée par des secrets et les tensions. Sa voix tremble, mais ses mots sont clairs. On mettait juste de l'argent sur les problèmes pour les faire disparaître. Tout était toujours balayé sous le tapis. Quand elle évoque son père, elle fond en larmes. Il était brillant, il nous aimait tous, mais il exigeait aussi le respect. J'avais peur de lui et en même temps je voulais qu'il soit fier de moi. Son témoignage bouleverse la salle, même le jury semble touché. Scott, le fils qui a découvert les restes de son père dans le tas de brûlis, est un témoin central pour l'accusation. Il semble déterminé. Dès qu'on m'a dit qu'il y avait une balle, j'ai su qui était responsable. Seulement, ce qui surprend, c'est sa manière presque clinique de décrire la scène. Sa froideur laisse le jury perplexe. Pendant un instant, certains se demandent s'il ne cache pas lui aussi quelque chose. Mais Scott continue. Il parle des crises inexpliquées que Gary avait eues avant sa mort. Il raconte comment son père soupçonnait que Melody l'empoisonnait. Il évoque une scène marquante. Gary lui montre des cookies que Melody lui aurait offerts après une dispute. Peu après, il devient confus, sa langue enfle, il chancelle, épuisé. La meilleure façon dont je peux décrire ça, c'est qu'il avait l'air ivre, mais il ne buvait pas, il voulait juste aller se coucher. Christopher l'aîné prend ensuite la parole. Il évoque une conversation glaçante avec son père à l'hôpital. Gary lui aurait dit les yeux dans les yeux « Christopher, je crois que ta mère essaie de m'empoisonner ». Christopher ajoute qu'il a lui aussi mangé ces fameux cookies et qu'il a eu, lui aussi, la gorge irritée et les lèvres engourdies. À l'époque, il n'a pas voulu y croire, mais aujourd'hui, il n'en doute plus. L'accusation explique que Gary, peu avant sa mort, s'apprêtait à divorcer et qu'en cas de séparation, la loi aurait pu priver Melody d'une bonne partie du patrimoine familial à cause de ses multiples infidélités. C'était un point de rupture, un mobile solide. Et pourtant, une question persiste, comment aurait-elle pu déplacer le corps de Gary, un homme de plus de 130 kilos? C'est là qu'intervient un détail capital. Le tracteur garé à proximité du tas de bois. Scott et Christopher en témoignent. Selon eux, leur père n'aurait jamais laissé cet engin-là, sauf s'il était coincé ou s'il ne l'avait pas conduit lui-même. Le procureur déroule ensuite la chronologie numérique. Les données des téléphones, les relevés d'activité. Gary est vu quittant la ferme le 3 juillet, il revient vers 21h30, c'est là la dernière trace de lui en vie. À partir de ce moment-là, plus aucun appel, plus aucun SMS, pas d'email, même son appareil CPAP reste éteint. Melody, en revanche, est active, très active. Elle échange des messages, appelle Rusty, elle est présente sur la propriété et elle est la seule à l'être. Jusque-là, Rusty, le deuxième amant connu de Melody, est resté discret, présent mais effacé. Jusqu'au jour où, en plein procès, son avocat annonce à la cour « Il a quelque chose à dire et je pense que vous allez vouloir l'entendre ». Rusty est donc appelé à la barre et ce qu'il révèle fait l'effet d'une bombe. Il raconte qu'un jour, peu après l'heure présumée de la mort de Gary, il reçoit un appel de Melody. Elle ne dit pas grand-chose, juste une phrase. Il est dans le tas de bois. Rusty, surpris, lui demande « Quoi ?» et elle répète mot pour mot « Il est dans le tas de bois ». À ce moment-là, Gary n'a pas encore été déclaré disparu. Le premier appel à la police ne sera passé que le 5 juillet à 12h47, ce qui veut dire qu'au moment de cet échange, personne ne sait encore où se trouve le patriarche, personne sauf Melody. Rusty poursuit. Je lui ai dit de ne plus rien me dire, je ne voulais rien savoir et j'ai raccroché. Face à l'accumulation d'éléments accablants, Melody fait une première tentative de défense. Et cette fois, elle accuse. Elle se tourne vers son propre fils Scott. Je veux que le monde sache qui a fait ça. Non seulement je ne l'ai pas fait, mais je sais qui l'a fait. Je sais que Scott a tué son père et je refuse de le couvrir plus longtemps. Elle affirme que sa propre mère lui aurait demandé de prendre la responsabilité du meurtre.
Elle raconte que Scott aurait nettoyé certaines zones de la propriété, qu'il aurait échoué à un test au détecteur de mensonges, qu'il serait revenu du tas de bois avec un comportement étrange. Scott, en larmes nie en bloc, il se lève, proteste, le juge l'interrompt, lui demandant de se taire. Le 7 novembre 2024, le jury rend son verdict. Mélodie Faris, âgée de 64 ans au moment du jugement, est reconnue coupable de l'ensemble des charges retenues contre elle. Le juge la condamne à la prison à vie avec une possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Mais il ajoute d'un ton glacial « Il est peu probable que vous viviez assez longtemps pour en bénéficier ». Encore une fois, les apparences étaient plus que trompeuses. Pendant près de 40 ans, Mélodie Faris donne l'image d'une épouse irréprochable. Femme attentive, mère présente, maîtresse de maison méticuleuse. Mariée à 20 ans après un coup de foudre adolescent avec Gary, elle construit avec lui une vie de famille enviée, une maison parfaite, des enfants brillants, du moins en apparence. Mais derrière ce tableau trop beau et lisse, les fissures sont nombreuses et profondes. Leur couple, on le sait maintenant, est brisé depuis longtemps. Gary dort seul au sous-sol, Mélodie vit à l'étage. Ils ne se croisent presque plus, ils ne partagent plus rien, si ce n'est un nom de famille et une adresse. Pourtant, ils restent ensemble. Gary aurait pu partir, Mélodie aussi, mais elle ne le fait pas. Par confort, par intérêt, sans doute un peu des deux. Mais ce qui semble certain, c'est qu'en restant mariée à Gary, elle conservait l'accès à tout ce qu'il avait construit. Son patrimoine, sa position, son argent et cette assurance-vie discrètement souscrite qui deviendrait un atout considérable en cas de décès. Plutôt que d'affronter une séparation, elle choisit de vivre dans le mensonge. Une liaison, puis une autre, une double vie qu'elle dissimule soigneusement. Et elle reste, non par amour, mais parce qu'elle a tout à y gagner. Gary, loin de se douter de l'horreur qui se prépare, tente encore de recoller les morceaux. En 2013, le couple achète une immense propriété, une ferme de rêve, isolée, paisible. C'est Mélodie qui pousse pour ce projet, c'est elle qui insiste. À ce moment-là, leur couple est déjà au bord de la rupture, ils ne se parlent presque plus, Gary dort au sous-sol, la confiance est rompue. Alors, pourquoi cette maison ? Était-ce un dernier espoir de sauver quelque chose ou est-ce que Mélodie avait déjà autre chose en tête? Est-ce qu'elle imaginait déjà un plan? Est-ce qu'elle espérait dans un coin de sa tête la possibilité de vivre cette vie dont elle rêvait sans Gary? Ce qui dérange profondément dans cette affaire, c'est le calme glacial avec lequel Mélodie orchestre les apparences. Dès la disparition de son mari, elle reste distante, détachée, pas une larme, pas d'effroi. Et très vite, elle tente de diriger l'attention ailleurs, vers ses propres enfants. Elle parle de Christopher qui aurait volé, de Scott qui vivait à ses crochets. Elle insinue que ses fils devenus adultes pouvaient avoir des raisons de se retourner contre leur père. Mais quelle mère fait ça? Quelle mère, au lendemain d'un drame pareil, suggère que ses enfants pourraient être responsables du meurtre de leur père? Il faut tout de même souligner un élément troublant. Scott, celui qui découvre le corps, a un comportement troublant. Il efface la carte SD des caméras de surveillance, il parle d'un tri de routine, mais ce n'est pas n'importe quel jour et ce n'est pas un geste anodin. Je vous avoue qu'à un moment, je me suis demandé s'il n'avait pas été complice, s'il savait quelque chose, s'il avait couvert sa mère. Ce qui est le plus cruel, c'est que Gary, dans tout ça, a fait énormément de concessions. C'est lui qui a tenté de relancer leur couple, c'est lui qui a acheté cette propriété, c'est lui qui a continué à subvenir aux besoins de tout le monde, même quand il se savait trahi, même quand il ne faisait plus confiance à personne. Et comme l'a dit Amanda au procès, cette phrase terrible, on mettait juste de l'argent sur les problèmes pour les faire disparaître. C'est ce que faisait Gary, il mettait de l'argent, il payait, il réparait, il protégeait, il pensait que son argent, sa générosité suffirait à maintenir sa famille unie. Mais à force de donner sans compter, il est devenu un compte bancaire sur pattes, un distributeur. Même ses enfants parfois semblaient le voir ainsi. Et Mélodie, sans doute poussée par l'envie de continuer sa relation avec son amant, mais pas seulement,
semblaient aussi animés par des motivations bien plus concrètes. L'assurance vie de son mari et la valeur de leur maison récemment achetée. Alors, elle prend une décision radicale. D'abord, elle tente de l'empoisonner discrètement, comme l'ont révélé ses 2 fils au procès, puis elle passe à l'étape suivante. Elle n'a pas seulement tué son mari, elle a trahi un homme qui, jusqu'au bout, tentait encore de préserver ce qu'il restait de leur couple, de leur famille. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous, comme le jury, que Mélodie est coupable ou avez-vous des doutes? Et que dire de sa stratégie, accuser ses fils pour détourner les soupçons? Dites-le moi en commentaire parce que cette affaire, bien plus que beaucoup d'autres, nous pousse à regarder au-delà des apparences. J'espère sincèrement que Gary repose aujourd'hui en paix et que ses enfants, ses proches, malgré ce qu'ils ont traversé, pourront un jour retrouver un peu de paix et continuer à avancer. Malgré la tristesse de cette affaire, j'espère que vous avez apprécié la manière dont je vous l'ai présentée. Je remercie tous ceux encore présents à la fin de cette vidéo et si c'est votre cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Gary dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne, mais jusque-là surtout, restons prudents!